Chers amis, nous avions commencé la dernière fois à nous interroger sur l'intelligence artificielle. Et nous allons voir aujourd'hui les enjeux soulevés par cet outil. Je rappelle succinctement ce qu'est l'IA, l'intelligence artificielle, pour ceux qui n'auraient pas écouté la dernière émission. L'intelligence artificielle est la capacité des machines à effectuer des tâches simulant l'intelligence humaine, comme l'apprentissage, le raisonnement, la résolution de problèmes, la perception ou la prise de décision. Dès les années 1950, on a cherché à répliquer ou à simuler l'intelligence humaine dans les machines. Cette science, qui est restée embryonnaire durant des années, est désormais en pleine explosion. Et l'IA est en train d'envahir non seulement le monde du travail, mais aussi notre quotidien. Par exemple, des technologies allant des simples algorithmes de recommandation utilisés par Netflix aux systèmes complexes de conduite autonome développés par des entreprises comme Tesla, en passant par l'IA générative qui élabore des contenus audiovisuels, textuels, toutes ces techniques sont des applications de l'intelligence artificielle. Nous avions vu aussi la dernière fois que l'expression même d'intelligence artificielle relevait de l'abus de langage. Des algorithmes ne sauraient être intelligents. Quand l'IA nous propose une solution à un problème ou un texte écrit en réponse à une demande faite sur ChatGPT, Grok ou d'autres IA, l'IA ne sait pas ce qu'elle dit. Elle ne réfléchit pas. Elle aligne des mots en vertu d'une probabilité statistique et non selon des critères de vérité. L'IA est fonctionnelle, mais elle n'est pas intelligente comme l'être humain, même s'il y a des choses qu'elle peut faire mieux que lui. L'intelligence humaine est en effet bien plus vaste, car elle est une faculté spirituelle et non pas seulement fonctionnelle. Elle est rationnelle et recherche la vérité des choses. Elle est incarnée, s'enrichissant de ce qui vient des sens, des émotions, du rapport au réel. Elle est relationnelle et déploie sa compréhension du monde en vivant la communion avec les autres, mais aussi avec Dieu. Dans le texte du Vatican dont je vous parlais la semaine dernière, Antiqua et Nova, il est dit ceci. L'intelligence humaine est en définitive un don de Dieu fait pour percevoir la vérité. Elle permet à la personne d'accéder aux réalités qui dépassent la simple expérience sensorielle ou l'utilité. Car le désir de vérité appartient à la nature même de l'homme. C'est une propriété native de sa raison que de s'interroger sur le pourquoi des choses. Fin de citation. De plus, l'intelligence humaine porte en elle-même une dimension transcendante. Elle ne vise pas seulement la compréhension du fonctionnement du monde, mais le sens de la vie, la vraie sagesse. Et elle est toute tendue vers Dieu, vers cette lumière qui vient d'en haut et qui ne pourra jamais sortir d'une machine, aussi perfectionnée soit-elle. Seulement, comme l'IA simule l'intelligence humaine et qu'elle est impressionnante par tout ce qu'elle peut réaliser, son pouvoir de fascination est de plus en plus grand, mais il n'est pas sans danger. Le premier danger de l'IA, non pas l'IA en elle-même, mais en ce qu'elle induit chez nous, eh bien c'est notre abêtissement. En effet, si nous prenons l'habitude de déléguer notre intelligence à la machine, eh bien nous nous en servirons de moins en moins, et nous risquons de perdre beaucoup de nos capacités cognitives. Allez faire apprendre aujourd'hui les tables de multiplication à des jeunes, alors que la calculatrice fait toutes les opérations sans avoir à se creuser la tête. Eh bien, ce n'est plus seulement du calcul aujourd'hui que nous pouvons déléguer à la machine, mais une dissertation, un exposé. Les profs le savent bien, les devoirs à la maison sont désormais faits avec ou par ChatGPT. Et alors comment les noter? Eh bien justement, souvent, on ne les note plus. Je lisais ces jours les commentaires d'un prof qui voyait arriver en faculté de lettres modernes des jeunes qui n'avaient jamais ouvert un livre de leur vie et qui se contentaient de faire à l'IA un résumé des livres censément lus pour en avoir une idée. Michel Desmurget, docteur en neurosciences, a écrit un livre intitulé « La fabrique du crétin digital » où il note « Ce que nous faisons subir à nos enfants est inexcusable. Jamais, sans doute, dans l'histoire de l'humanité, une telle expérience de décérébration n'avait été conduite à aussi grande échelle. »
Il évoque le poison des écrans sur le développement cognitif, émotionnel, social des enfants. Mais on pourrait étendre sa critique aux conséquences délétères de l'IA, qui invite à la paresse intellectuelle. Pourquoi se casser la tête à élaborer une pensée, une argumentation, quand l'IA peut le faire en quelques secondes? Ce n'est d'ailleurs pas seulement l'intelligence qui risque de s'atrophier, mais aussi l'imaginaire, la créativité, la joie de la découverte, le rapport au réel. Le texte du Vatican sur l'IA met en garde contre ce risque. Je le cite. Comme l'a fait remarquer l'écrivain catholique français Georges Bernanos il y a de nombreuses années, le danger n'est pas dans la multiplication des machines, mais dans le nombre toujours croissant d'hommes habitués dès l'enfance à ne rien vouloir de plus que ce que les machines peuvent donner. Le défi est tout aussi vrai aujourd'hui qu'à l'époque, car la progression rapide de la numérisation entraîne le risque d'un réductionnisme numérique, dans lequel les expériences non quantifiables sont mises de côté, puis oubliées, ou considérées comme non pertinentes, parce qu'elles ne peuvent pas être calculées en termes formels. L'IA ne devrait être utilisée que comme un outil complémentaire à l'intelligence humaine, et ne devrait pas en remplacer la richesse. Cultiver les aspects de la vie humaine qui vont au-delà du calcul est essentiel pour préserver une humanité authentique, nous dit avec justesse ce texte du Vatican. Voyez, l'enjeu est bien là. Ne pas consentir nous-mêmes à devenir idiots du fait d'un biais de surconfiance en la machine. À force de déléguer notre intelligence, nous allons finir par déléguer notre responsabilité et tout ce qui fait notre humanité. Et tout cela d'une manière insidieuse, sans même nous en rendre compte. Je lisais une remarque il n'y a pas très longtemps d'un ingénieur qui pointait du doigt le fait que non seulement beaucoup de gens allaient se retrouver au chômage parce qu'ils allaient être remplacés par des machines, donc le coût social risque d'être vertigineux, mais aussi que beaucoup de savoirs complexes allaient se perdre. Dans quelques années, il y a beaucoup de choses que nous ne saurons plus faire, disait-il, parce que justement, on transfère à la machine les savoirs et les compétences humaines. Mes amis, ne nous laissons pas aller à une sorte de facilité et de paresse intellectuelle. Utilisons éventuellement l'IA pour nous aider, nous servir, et non pas pour nous asservir et nous rendre idiots. Le deuxième danger de l'IA est l'utilisation qui en est faite pour générer des faux, les deepfakes. Et c'est ce qui m'a considérablement interpellé ces derniers temps, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Je vous avais donné quelques exemples la semaine dernière de vidéos, de photos ou d'articles ayant l'apparence de la vérité, mais étant des faux. Or ces faux, visiblement, séduisaient et trompaient une multitude de personnes. Je suis aussi tombée par hasard sur une publicité d'une femme très belle qui se proposait de faire tout ce que nous voudrions qu'elle fasse. Vous imaginez un peu le style de ce qui pourrait lui être demandé. Là aussi, une création très réaliste de l'IA. Il y a des influenceuses sur Instagram ou d'autres réseaux qui ont carrément créé un avatar par IA. Et c'est cet avatar qui répond aux questions des followers, qui se met en scène et qui parle, pendant que l'influenceuse réelle est en train de se dorer sur des plages exotiques. Mais les pauvres qui regardent les vidéos ne sont pas conscients qu'ils voient une IA et parlent avec une IA. Il y a même une influenceuse, Aitana Lopez, aux cheveux roses, qui a plus de 300 000 abonnés qui la suivent, qui génère plus de 10 000 $ par mois et qui est juste une pure création d'intelligence artificielle. En vrai, elle n'existe pas. Mais quand on voit les vidéos, les photos, toutes les activités qu'elle montre, elle semble bien réelle. J'ai aussi vu une petite vidéo d'un salon automobile avec voitures, visiteurs et un journaliste qui interviewait les visiteurs. Or, absolument rien de tout cela n'était vrai. Tout était une création de l'IA. Eh bien, franchement, si cela n'avait pas été spécifié, je n'y aurais vu que du bleu. Et j'aurais pensé que cela était réel. Vous savez aussi qu'il y a eu une attaque ukrainienne par des drones sur des bases militaires russes, avec destruction d'avions.
Pour étayer cela, des vidéos faites par IA et circulant sur les réseaux sociaux ont montré un carnage, comme si tous les avions avaient été brûlés, des dizaines et des dizaines. Or, nous savons que certains avions ont en effet été neutralisés, soit détruits, soit endommagés, une dizaine probablement, mais non pas des dizaines et des dizaines. L'IA peut servir la propagande et la manipulation, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre. La puissance des images, des vidéos est telle que sa force de persuasion est bien plus grande que des nouvelles dans un journal. Les gens pensent « j'ai eu la preuve de la véracité, parce que je l'ai vu, j'ai vu des photos, des vidéos ». Comment faire confiance dès lors, puisque même ce que nous voyons peut être complètement faux? Le texte du Vatican évoque le danger de cette tendance à la tromperie généralisée. Je le cite. Comme les deepfakes incitent les gens à tout remettre en question et que le faux contenu généré par l'IA érode la confiance dans ce qui est vu et entendu, la polarisation et les conflits ne feront que s'aggraver. Cette tromperie généralisée n'est pas un problème mineur, elle touche au cœur de l'humanité, démolissant la confiance fondamentale sur laquelle les sociétés sont construites. En fait, on pourrait dire que nous sommes à un point de bascule, puisque l'IA permet désormais de créer des contenus d'un réalisme si troublant qu'il vient brouiller la frontière entre la réalité et le virtuel, entre la vérité et le mensonge. C'est comme si on entrait dans une autre réalité, une réalité alternative, qui n'a plus besoin de la vérification du réel, des faits. Vous connaissez la définition de la vérité chez saint Thomas d'Aquin. La vérité est l'adéquation entre le jugement et la chose. Par exemple, je dis « la porte est fermée ». Si elle est réellement fermée, alors je dis la vérité. Il y a adéquation entre ce que je dis et ce qui est. Mais si je dis « la porte est fermée », alors qu'en fait elle est ouverte, eh bien, soit je me trompe, j'ai peut-être mal regardé, soit je mens. Je peux en effet avoir vu qu'elle est ouverte, mais je dis qu'elle est fermée. Mais maintenant, c'est comme si la vérité n'était plus accessible à cause de la puissance de la tromperie. En effet, désormais, ce n'est pas parce que je vois quelque chose que c'est vrai. Et même, on a l'impression que la vérité est devenue secondaire, superflue. Et c'est ce qui fait dire à certains, de manière assez juste, que nous sommes entrés dans l'ère de la post-vérité, où tend à se normaliser une grande tromperie, où s'ouvre le règne de l'illusion, de la séduction, du mensonge, de la manipulation. Or, nous savons qui est le père du mensonge. Satan. En fait, cette invasion de contenu créé par intelligence artificielle pourrait avoir un caractère drôlatique, cela pourrait être de l'ordre du jeu, de la création ludique accessible à tous. Seulement, comme plus rien n'est vérifiable, ou difficilement vérifiable, eh bien, ça nous habitue au bullshit, pour reprendre l'argot américain. C'est-à-dire, pour parler poliment, ça nous habitue à des fadaises. Et la conséquence de cela, c'est qu'il y a une indifférence à la vérité qui se met en place. Parce que vous comprenez bien que voir des contenus faux comme ça en permanence, ça finit par nous insensibiliser par rapport à la question de la vérité. On s'habitue à voir du contenu trompeur, mensonger. On finit par accepter cela comme si c'était la façon normale de communiquer, d'être stimulé. Et cela nous change cognitivement parlant. Ce n'est pas anodin, ça nous transforme. On s'habitue au mensonge, puis on finit par y prendre goût, parce que les contenus faux se présentent sous des formes attrayantes, belles, séductrices. Et dès lors, les défenses morales tombent. On oublie que le mensonge est un mal, vecteur du diable, et que la vérité est un bien pour notre intelligence, un bien à rechercher. Et cela est concomitant avec le fait de ne plus avoir de discours basés sur la réalité. Nos hommes politiques font des prouesses dans ce domaine, comme si le mensonge devenait la norme, et que plus c'est gros, plus ça passe. Ils nous énoncent les yeux dans les yeux des contre-vérités, des distorsions du réel. Ils sont les grands illusionnistes de notre monde actuel. C'est aussi pour eux une stratégie de gouvernement, pour démoraliser les gens. On les démoralise par rapport à une certaine forme d'intégrité, d'honnêteté intellectuelle.
On pourrait penser que c'est juste une dérive du système tel qu'il se met en place, ou bien le fait d'individus déviants. Mais non, c'est aussi une stratégie de contrôle. À force d'être dans un environnement de mensonges, entouré de discours de mensonges, les gens abandonnent même l'idée que la vérité puisse émerger. Et alors ils baissent les bras. Ils acceptent de vivre dans un monde de leurres, d'artifices. Ils ne se battent plus. Et le contrôle des populations advient par démission du jugement des peuples. Hannah Arendt, dans un essai intitulé « Vérité et politique », montrait le danger de ce glissement vers la post-vérité, qui est aussi une post-factualité. Je la cite. « Le résultat d'une substitution cohérente et totale de mensonges à la vérité de fait n'est pas que les mensonges seront maintenant acceptés comme vérité, ni que la vérité sera diffamée comme mensonge, mais que le sens par lequel nous nous orientons dans le monde réel, et la catégorie de la vérité relativement à la fausseté compte parmi les moyens mentaux de cette fin, sera détruit. » La citation est un peu longue, mais je pense que vous saisissez bien ce que Hannah Arendt pointe du doigt. Le plus grave de cette situation où le mensonge s'étend à tout, ce n'est pas tant que la vérité soit prise pour un mensonge, quoique, ni que le mensonge soit pris pour une vérité, quoique, mais c'est que nous en perdons le sens par lequel nous nous orientons dans le monde réel. Autrement dit, nous perdons le repère intérieur qui nous permet de discerner le faux du vrai. Nous sommes comme dans un bateau sans boussole, et donc le gouvernail ne sert plus à rien, parce qu'on ne sait plus où aller. On entre alors dans le monde des opinions, des idéologies déconnectées du réel, des intérêts particuliers où il n'y a plus aucun critère. La vérité cède la place au plausible, à ce qui est le plus utile, le plus efficace, à ce qui plaît, même si c'est faux. C'est le monde de Nietzsche, par-delà bien et mal. Mazarine Pinjot, dans son livre « Pour mieux saisir la post-vérité, redécouvrir Hannah Arendt », notait « La post-vérité est la vérité de tout totalitarisme, autrement dit de toute politique où l'idéologie tend à se substituer intégralement au réel. » Nous connaissons tous le nom du journal officiel du temps de l'URSS, la Pravda, c'est-à-dire la vérité, alors que ce journal était un tissu de propagande. Mais du moins le régime voulait faire croire que ce qu'il disait était la vérité. Donc la vérité apparaissait encore comme une valeur. Aujourd'hui, c'est comme si la vérité n'était même plus une valeur. Cela ne gêne personne, y compris en politique, d'affirmer des sornettes. Cette indifférence à la vérité se mue en banalisation de la tromperie généralisée et en adhésion implicite au mensonge sans que la conscience s'en émeuve. J'ai eu l'occasion de voir une caricature intéressante par rapport à cela. On voyait une femme les yeux rivés sur son ordinateur et qui disait à un homme qui se tenait derrière elle « Comment sais-tu si cette nouvelle histoire est vraie ?» Et l'homme répondait « Si je suis d'accord avec elle. » On entre là dans le règne du subjectivisme total, du solipsisme même, où la référence n'est plus le réel, mais le sujet qui reçoit l'information, l'ego. Si cela me convient, me plaît, alors je considère que c'est vrai. C'est le règne de l'émotion, du plaisir, de l'opinion qui remplace l'exercice de la raison. Pierre Lecause, dans son livre « Le gouvernement des émotions et l'art de déjouer les manipulations », soulevait ce problème. Polémiques, faits divers, images chocs, voyeurisme, micro-trottoirs, télé-réalité. À l'ère du multimédia, nous assistons au triomphe de l'émotion. Le pouvoir médiatique s'impose en faisant vibrer la sensibilité au rythme haletant de stimulations sonores et visuelles qui produisent une véritable addiction collective aux émotions. Le pouvoir politique joue sur les mêmes ressorts. S'il est vrai que l'émotion est le cheval de Troie de la manipulation, cette débauche d'excitation sensorielle soulève des enjeux éthiques majeurs.
Quand nos émotions sont dévoyées, ce sont nos jugements de valeur qui se trouvent pervertis. C'est très juste ce qu'il nous dit là. Et ce phénomène est considérablement amplifié par l'IA qui non seulement sursature nos sens de stimuli, mais encore nous propose des contenus mensongers. Et cela ne peut qu'entraîner une déflagration anthropologique. L'émotionnel et la subjectivité prennent le pas sur le rationnel et la recherche de la vérité. Les valeurs structurantes s'effondrent. La personne se retrouve asservie à la machine par un phénomène d'addiction sournois. En fait, les deepfakes à répétition, les contenus illusoires, les informations invérifiables qui envahissent notre quotidien et notre espace mental via les smartphones et les ordinateurs, tout cela, c'est de la drogue gratuite qui nous est donnée à profusion pour que nous devenions addicts, accros. Pendant que nous scrollons, c'est-à-dire que nous faisons défiler des infos, des vidéos sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, eh bien nous ne faisons pas la révolution. Nous sommes hypnotisés comme Mowgli par le serpent Kaa. Toute cette drogue nous est donnée gratuitement pour l'instant, afin qu'elle devienne pour nous une habitude et que nous ne puissions plus nous en passer. Et ensuite, ils feront payer, et les prix ne cesseront d'augmenter, parce que nous serons complètement dépendants de cet outil qui deviendra notre chaîne, notre prison. Le troisième danger que je vois dans l'utilisation de l'IA, c'est l'abdication de notre responsabilité. Si nous déléguons notre intelligence, nous finirons par déléguer notre volonté, nos actes. Aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent l'IA comme leur psy. Ils parlent à un tas d'algorithmes en lui prêtant des sentiments, de l'empathie, de la sagesse et le don de conseil quant à leur vie. Et ils deviennent incapables de prendre une décision s'ils n'ont pas consulté ChatGPT. Cela peut nous paraître délirant, mais malheureusement cela existe et je pense que cela ne va qu'empirer. Mais la question de la responsabilité est encore bien plus grave en contexte de guerre. Nous savons aujourd'hui qu'Israël utilise un système d'intelligence artificielle appelé Lavender pour choisir ses cibles et déterminer là où doivent être lancées les bombes. L'utilisation de ce programme automatisé pour choisir qui doit être tué est une pratique sans précédent dans les guerres jusqu'à présent. Ce qu'on demande à l'IA, ce sont des résultats. L'IA ne fonctionne pas selon des normes éthiques. Elle n'a pas la notion du bien et du mal. Et elle ne tient pas compte des règles de la guerre. S'il y a une probabilité qu'un homme du Hamas soit à un certain endroit, ce n'est pas un problème de tuer entre 10 à 100 personnes en plus, des femmes et des enfants tout autour, pour être sûr d'atteindre le combattant du Hamas. L'algorithme a été formaté pour que si le combattant du Hamas est en haut de l'échelle décisionnaire, on peut tuer 100 personnes pour l'atteindre. La fin justifie les moyens. Non pas pour l'IA qui fonctionne selon des algorithmes et les données qu'on lui a fournies, mais pour l'état-major israélien qui accepte de déléguer la guerre et les décisions de meurtre de masse à l'IA. Des philosophes ont pu parler de l'industrie de la mort pour les camps d'extermination en Allemagne, tant l'organisation était rationalisée, pensée pour une efficacité maximale. Aujourd'hui, en Israël, nous avons aussi une industrialisation de la mort par IA interposée. C'est l'IA qui choisit les cibles, et le militaire n'est là que pour une pseudo-validation formelle. Tout ce que propose l'IA est de fait validé, sans que l'humain cherche à en vérifier la pertinence, et encore moins l'éthique. En fait, l'IA fait du recoupement d'informations. Pour choisir ses cibles, le système informatisé traite une quantité énorme de données de tout type, issues de l'appareil de surveillance de masse mis en place par Israël depuis des années. Appels téléphoniques, photos, informations du champ de bataille, activités sur les réseaux sociaux, etc. C'est ainsi que près de 40 000 personnes ont été marquées comme cibles. Et pour avoir la plus grande chance d'atteindre les hommes concernés, le plus efficace est d'attendre qu'ils rentrent le soir auprès de leur famille pour dormir. Ce programme est appelé avec beaucoup de cynisme « Where is Daddy ?» « Où est papa ?» Et alors les bombardements sont décrétés par l'IA,
Les soldats ne sont que les exécutants des frappes sur des maisons, des tentes, où ce sont des familles entières qui sont ainsi exécutées. Un soldat israélien a témoigné. Nous avons tué des milliers de personnes. Nous ne l'avons pas fait une par une. Nous avons tout entré dans un système automatique. Et à partir du moment où l'une des personnes ciblées était à la maison, il devenait immédiatement une cible. On le bombardait, lui et sa maison. Et c'est ainsi que des immeubles entiers ont pu être visés pour atteindre une ou deux personnes à l'intérieur. Mais il faut voir aussi que l'IA fonctionne par probabilité. Donc il y a beaucoup de cibles qui étaient des fausses cibles aussi. Et c'est comme ça qu'on a eu des écoles, des hôpitaux, des journalistes, des infirmiers visés et tués. Par la médiation de l'IA, Tsahal, l'armée israélienne, se retrouve donc avec des dizaines de milliers de cibles considérées par la machine comme légitimes. Vous percevez le problème et l'horreur de cette démarche. Quand l'humain disparaît de l'équation, pour ne devenir que la chambre d'enregistrement d'un tueur robotique et l'exécuteur froid de basses œuvres, eh bien la morale s'efface, les morts innocents s'accumulent, et les craintes que de tels systèmes ne se généralisent dans le monde se transforment en terreur. Aujourd'hui, la France réclame une transformation du droit de la guerre pour inscrire que l'activation des systèmes létaux dépend toujours d'une décision humaine. Mais ne nous faisons pas trop d'illusions. Certainement que de nombreux pays ne voudront pas signer une telle limitation du pouvoir décisionnel de l'IA. Nous sommes donc à l'ère de la destruction de masse par délégation de notre responsabilité morale à une machine programmée pour cibler et tuer. Quand l'être humain abdique ce qui fait sa grandeur, qu'il délègue son intelligence, ses décisions, sa responsabilité à ce qui ne pense pas, à ce qui est incapable d'aimer, à une machine, nous ne pouvons que tomber dans le gouffre de l'inhumanité. En fait, nous vendons notre âme à Satan.